بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec module capteur et mesure en télécommunication. Aujourd'hui, nous avons la partie numéro 2, chapitre numéro un, les principes fondamentaux des capteurs. On a parlé la fois passée des capteurs et des capteurs actifs. Aujourd'hui, on va voir les capteurs passifs, sachant que les capteurs actifs jouent le rôle de générateur et les capteurs passifs se comportent comme impédance dans l'un des paramètres déterminants et sensibles aux mesurants. Vous avez dans l'expression littérale d'une impédance sont présents des termes liés d'une part de sa géométrie et ses dimensions, d'autre part aux propriétés électriques des matériaux, la résistivité ρ, la perméabilité magnétique μ, la constante électrique E. La variation d'impédance peut donc être due à l'action du mesurant, donc soit sur les caractéristiques géométriques ou bien dimensionnelles, soit sur les propriétés électriques des matériaux, soit plus rarement sur les deux simultanément. Nous avons que les paramètres géométriques ou bien dimensionnels de l'impédance peuvent varier si le capteur comporte soit un élément mobile, soit un élément déformable. Nous avons dans le premier cas, à chaque position de l'élément mobile correspond une valeur de l'impédance et la mesure de celle-ci permet de connaître la position. C'est le principe d'un grand nombre de capteurs de position et de déplacement. Vous avez le potentiomètre, l'inductance, un noyau mobile et les condensateurs armature mobile. Donc, ici, vous avez un potentiomètre, ici, vous avez un noyau mobile, donc inductance. Ici, armature mobile, donc vous avez le condensateur. Dans le second cas, la déformation résulte de force ou bien de grandeur, se ramène pression, accélération, appliquée soit directement, soit indirectement au capteur. Donc, vous avez des armatures d'un condensateur soumises à pression différentielle. Vous avez la jauge d'extensomètre liée rigidement à une structure soumise à contrainte. La modification d'impédance qui entraîne la déformation du capteur est liée aux efforts auxquels celle-ci ou la structure intermédiaire se trouve soumise et on assure une traduction dans ce cas électrique. Les propriétés électriques des matériaux selon la nature de ces derniers peuvent être sensibles à des grandeurs physiques variées. Vous avez soit la température, l'éclairement, pression, humidité, etc. Nous avons dans le tableau suivant, va donner un aperçu des dévers mesurantes susceptibles de modifier les propriétés électriques de matériaux employés pour la réalisation de capteurs passifs. Donc, si vous avez la température comme mesurante, les caractéristiques électriques sensibles, c'est la résistivité. Les types de matériaux utilisés, vous avez le métal, platine, nickel, cuivre, semi-conducteur. Pour les très basses températures, la caractéristique électrique sensible, c'est la constante D électrique. Le matériau utilisé, c'est les verres. Pour le flux de rayonnement optique, la résistivité, et on utilise les semi-conducteurs. Pour une déformation, nous avons la résistivité, l'alliage du nickel silice dopé, silicium dopé, pardon. Aussi, pour une déformation, nous avons la perméabilité magnétique. Le matériau utilisé, c'est l'alliage ferromagnétique. Pour mesurer une position aimant, nous avons caractéristiques électriques et résistivité. Les matériaux utilisés, c'est les matériaux magnétorésistants. Pour l'humidité, caractéristique sensible, c'est la résistivité. Donc, le matériau utilisé, c'est chlorure de lithium. Et l'humidité, donc, vous avez la constante d'électrique, l'alumine et polymère. Pour le niveau, la constante d'électrique et liquide isolant. Donc, c'est pour les capteurs passifs, les principes physiques et matériels. Sachant que l'impédance d'un capteur passif et ses variations ne sont mesurables qu'en intégrant le capteur dans un circuit électrique, bien sûr. Par ailleurs, alimenter ceux qui sont conditionneurs. Les types de conditionneurs les plus utilisés, vous avez ici le montage potentiométrique et une association en série d'une source du capteur et d'une impédance qui peut être au nom du même type.
Vous avez aussi le pont d'impédance dont l'équilibre permet la détermination de l'impédance du capteur et dont le déséquilibre, c'est une mesure de la variation de cette impédance. Vous avez le circuit oscillant qui contient l'impédance du capteur et qui est partie d'un oscillateur dont fixe la fréquence. Nous avons aussi l'amplificateur opérationnel dont l'impédance du capteur, c'est l'un des éléments déterminants de son gain. Nous avons une remarque que le choix du conditionneur, c'est une étape importante dans la réalisation d'un ensemble de mesures. On passe maintenant, c'est quoi une chaîne de mesure? La chaîne de mesure est constituée d'un ensemble de dispositifs, y compris le capteur, rendant possible, dans les meilleures conditions, la détermination précise de la valeur du mesurant. Sachant qu'à l'entrée de la chaîne, le capteur soumis à l'action du mesurant permet directement, s'il est actif ou par le moyen de son conditionneur, s'il est passif, d'injecter dans la chaîne le signal électrique, support de l'information liée au mesurant. Maintenant, à la sortie de la chaîne, le signal électrique qu'il a traité est converti sous une forme qui rend possible la lecture directe de la valeur cherchée de mesurant. Vous avez soit déviation d'un appareil à cadran mobile, comme indiqué ici, ou bien enregistrement analogique graphique, ou bien ce qu'on appelle l'oscillographique, ou bien affichage ou impression d'un nombre. Bien sûr, sans oublier que l'étalonnage de la chaîne de mesure dans son ensemble, qui permet d'attribuer à chaque indication en sortie la valeur correspondante du mesurant agissant à l'entrée. Sous sa forme la plus simple, la chaîne de mesure peut se réduire au capteur et son conditionneur éventuel associé à un appareil de lecture. Donc, vous avez thermocouple et voltmètre. Vous avez la jauge de contrainte placée dans un pont de Watson avec pour instrument de lecture un galvanomètre ou bien un voltmètre. Mais souvent, les conditions pratiques de mesure amènent à introduire dans la chaîne des blocs fonctionnels destinés à optimiser l'acquisition et le traitement du signal. On trouve des circuits de linéarisation du signal délivré par le capteur. On trouve aussi un amplificateur d'instrumentation ou bien d'isolement destiné à réduire les tensions parasites du mode commun. On trouve multiplexeur, amplificateur d'instrumentation programmable. On trouve échantillonneur bloqueur, convertisseur analogique numérique lorsque l'information doit être traitée par ordinateur. Et aussi des convertisseurs tension-courant ou bien tension-fréquence lorsque le signal doit être transmis à distance par câble. Voici un schéma d'une chaîne de mesure contrôlée par un microprocesseur. Différents capteurs passent à travers multiplexeur analogique N voix, amplificateur, échantillonneur bloqueur et on arrive à un convertisseur analogique numérique. Il est relié à interface entrée-sortie et ordinateur. Ou bien, une chaîne de contrôle avec des microprocesseurs, une mémoire de programmes et de données. Donc ici, une chaîne de mesure, cette fois-ci avec conversion temps-fréquence des signaux. Donc vous avez compteur, décodeur avec un capteur et multiplexeur analogique N voix, amplificateur, convertisseur tension-fréquence, un compteur, décodeur, affichage et mesure, affichage de N voix, décodeur, compteur et diviseur avec horloge. Maintenant, on va parler des capteurs intégrés. C'est quoi un capteur intégré? C'est un composant réalisé par les techniques de la microélectronique qui regroupe sur un substrat de silicium le capteur, le corps d'épreuve éventuel et les circuits électroniques du conditionnement du signal. Donc, vous avez la structure générale d'un capteur intégré mesurante, passe à travers un corps d'épreuve éventuel avec exemple, poutre, accéléromètre, déphagramme, capteur de pression, aussi un capteur actif ou passif, électronique associée et des liaisons et alimentation du signal. Quel est le rôle de l'intégration? Donc, l'intégration va apporter de multiples avantages. Premièrement, nous avons miniaturisation, diminution des coûts par la fabrication en grande série, accroissement de la fiabilité par suppression de nombreuses connexions soudées, l'interchangeabilité améliorée,
meilleure protection vis-à-vis des parasites, le signal étant conditionné à la source, bien sûr. L'utilisation du silicium impose cependant une limitation de plage d'emploi entre -50 degrés jusqu'à 150 degrés environ. Le capteur proprement dit met en général à profit la sensibilité du silicium à diverses grandeurs physiques. Cette sensibilité est souvent exploitée pour la réalisation de capteurs isolés. Nous avons soit des capteurs résistifs, capacitifs ou bien au moyen de diodes et transistors. Comme exemple, vous avez les capteurs à base de silicium. Nous avons aussi les résistances thermoélectriques, les jauges extensométriques, photocapacité, plaquettes à effet Hall, photodiodes et phototransistors, didiodes détection nucléaire, des transistors thermoélectriques ayant sensitive, gaz FET, gaz sensitif. Le capteur peut aussi être réalisé en déposant sur le substrat de silicium un film mince d'un matériau plus approprié que le silicium. Bien sûr, en mesurant considéré, mais compatible avec le processus de fabrication de circuits intégrés. Donc, vous avez les piézoélectriques, vous avez les polymères et les couples thermoélectriques. Maintenant, nous avons la déformation du corps d'épreuve sous l'action du mesurande, accélération pour la poutre, pression pour le diaphragme, peut être convertie cette fois-ci en signal électrique en moyen d'un pont de jauge. Les piézorésistifs implantés dans des zones adéquates ou un moyen d'un dépôt zinc piézoélectrique subissant une contrainte sous l'action de déformation du corps d'épreuve. Quels sont les circuits électroniques associés aux capteurs sont réalisés selon les techniques classiques de fabrication. Ils comportent, selon les cas, des circuits de compensation thermique, de linéarisation, d'amplification, de transmission par conversion temps fréquence ou temps courant, des registres de type DTC, dispositif à transfert de charge, pour le stockage et le transfert de l'information. On termine avec les capteurs intelligents. Donc, on désigne par un capteur intelligent l'ensemble de mesures d'une grandeur physique constituée de deux parties. Une chaîne de murs pilotée par microprocesseur, une interface de communication bidirectionnelle. Donc, vous avez capteur principal, capteur secondaire et d'autres capteurs secondaires. Les entrées, c'est la mesurande avec des grandeurs d'influence. Vous avez multiplexeur, interface de communication bidirectionnelle. Vous avez les PRAM programmables, une RAM, microprocesseur et PRAM pour identification et paramètres métrologiques. Dans la figure A, c'est la structure générale. B, vous avez micro-ordinateur relié avec des capteurs intégrés. C'est la liaison par bus d'un ensemble de capteurs intelligents à micro-ordinateur. La chaîne de mesure comporte le capteur principal spécifique du mesurant étudié et identifiable par un code stocké en PRAM. Les capteurs secondaires propres aux grandeurs d'influence susceptibles d'affecter la réponse du capteur principal. Les dispositifs classiques permettent l'obtention sous forme numérique de la grandeur de sortie de chaque capteur. Nous avons conditionneur, multiplexeur, échantillonneur bloqueur, convertisseur analogique numérique et aussi un microprocesseur qui affecté aux tâches suivantes. Vous avez la gestion de l'acquisition, la correction de l'effet des grandeurs d'influence au moyen des paramètres stockés en PROM et les données fournies par les capteurs secondaires. Et aussi la linéarisation et diagnostic des capteurs. L'interface bidirectionnelle va assurer la liaison du capteur à un micro-ordinateur comme calculateur central via un bus partagé entre plusieurs capteurs intelligents. Le capteur intelligent offre des avantages spécifiques. Vous avez la configurabilité à distance, crédibilité accrue des mesures et aide à la maintenance grâce aux informations d'état fournies, et répartition des tâches déchargeant le calculateur central. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.